la vraie question, c'est est-ce qu'on est bien dans cette roue? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on questionne la roue? Et quand je dis le parallèle de la roue, c'est surtout ce truc de on court pour le toujours plus. Et pour moi, la roue, elle incarne le toujours plus. C'est-à-dire, il faut avoir toujours plus d'argent, il faut être toujours plus connu, et on se compare toujours aux autres, donc il faut toujours s'améliorer, il faut toujours chercher mieux. Ça peut avoir des côtés vertueux, mais en fait, dans le monde du business, c'est un truc qui nous aliène complètement. Et j'ai rencontré, et j'en parle dans le livre, des gens qui étaient milliardaires et qui étaient encore dans la roue du hamster parce que ils se comparaient encore à leurs potes qui avaient plus de milliards qu'eux et ils étaient en train de dire ouais mais moi je suis qu'un pauvre petit milliardaire parce que j'ai que 2 milliards. Je me rappelle de cette conversation, elle est vraie, j'ai vraiment vécu ça. En fait, mes copains, ils ont 10 milliards. Enfin voilà, et donc c'est un peu ce truc de on est toujours dans la roue du hamster et on court en quête de bonheur en se disant allez, il est bientôt là, mais en fait, on tourne sur place quoi et non, il arrivera pas. Et quand on achète un truc ou qu'on augmente notre niveau de vie parfois en étant dans cette course de faut que je sois plus riche, faut que je gagne plus, à partir d'un certain stade, évidemment, je considère que on s'échappe pas de la roue du hamster par l'argent, on achète une roue plus grande et on continue toujours la même chose. Est-ce que tu peux faire un petit clap? Avec plaisir. Bon, écoute. Let's go. C'est bon, je peux retourner le tel? Ouais, tu peux. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité, Monsieur Arthur Aubeuf. Comment vas-tu? Salut Olivier, écoute, ça va très bien, et toi? Écoute, ça va très très bien. Ça fait plaisir de te rencontrer pour la première fois en visio. Plaisir partagé. Ouais, voilà. Tu es entrepreneur, cofondateur du Team for the Planet. Et alors, il y a aussi un mot qui accompagne, c'est influenceur aussi? Ouais, alors je sais pas comment on caractérise si on est influenceur ou pas, mais en tout cas j'écris des contenus sur LinkedIn notamment et qui ont une petite résonance, donc voilà, on peut peut-être dire qu'il y a une certaine influence, mais alors c'est dur de qualifier ça. Et tu viens de sortir il y a quelques mois le livre « Le meilleur est à venir » aux éditions Fayard. Tu vois, en plus je fais un peu de promo là. Ah oui, c'est cool, c'est bien, au moins ça montre que tu as vraiment lu le livre. Ah, ça veut pas dire que j'ai bien lu le livre, hein. Je te le montre juste. C'est vrai. Moi, la première question que je vais te poser, c'est comment est venue cette idée du livre? Écoute, tout simplement parce que j'ai eu ce déclic de me dire que en fait, il fallait pas se concentrer sur l'écologie. C'est pas forcément un truc qui est porteur, qu'emmène les gens, mais se concentrer sur un truc qui touche tout le monde et qui est un gros sujet, je trouve, de notre époque, c'est le bonheur. Et en fait, en m'impliquant sur les sujets d'écologie au quotidien avec Team for the Planet, je me suis rendu compte que les deux étaient extrêmement liés, puisqu'en fait, le vrai bonheur, celui qui nous rend vraiment heureux, quand on travaille à le cultiver, à le développer, nous fait, mais de manière naturelle, sans faire d'effort, prendre soin du monde autour de nous, nous fait consommer moins, nous fait accumuler moins, nous fait être moins dans la comparaison, et donc être moins dans la consommation de manière générale, ce qui permet d'aller dans un sens qui est plutôt positif du côté écologie aussi. Et donc c'est vraiment ce moment où je réalise que, en fait, et c'est la phrase un peu slogan du livre, n'essayez pas d'être écolo, essayez d'être heureux, qui m'a amené à me dire il faut que j'écrive un truc sur ce sujet. Et en fait, je suis l'incarnation de ça parce que j'ai goûté à différents modèles de réussite. Le modèle un peu commercial, justement, qu'on nous vend à toutes les sauces sur Instagram, et un modèle de réussite beaucoup plus sain, beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, en fait, mais qui m'a rendu beaucoup plus heureux. Et ça m'a permis de voir directement que l'un des modèles, celui qui est plus simple, me rendait plus heureux, mais surtout faisait que j'avais une empreinte sur les écosystèmes beaucoup plus basse. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un livre, parce qu'aujourd'hui, l'approche de l'écologie, j'ai le sentiment qu'elle a du mal à faire consensus et que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas, comprennent pas forcément, sont pas forcément attirés par la façon dont elle est présentée, vendue, amenée, alors que pour moi, c'est absolument fondamental qu'on réussisse cette transition écologique. Mais je crois que c'est d'abord fondamental pour nous, en tant qu'individus, de retrouver justement ce côté bonheur et de se sentir bien, quoi.
à la lecture de ton bouquin, ce qui est ressorti, en tout cas l'idée que j'avais, c'est que tu as une philosophie de vie, tu as des valeurs. Euh, Toi, t'as quel âge déjà? Je vais avoir 31 ans, un pied dans la tombe bientôt. Ouais, oui, 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 c'est vrai. Il te reste 2 ans. Euh, euh, non, non, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et je vais pas dire rare, mais c'est vrai que t'as une philosophie qui est assez marquée, avec des valeurs bien ancrées. J'aurais même dit qu'il y a une réflexion un petit peu à l'ancienne. Alors, je sais pas d'où ça devient, ça. Bah, ça me vient beaucoup, je crois, du contact avec la nature déjà, parce que ça me permet de m'ancrer dans des réflexions profondes avec moi-même, de faire souvent le point et de revenir au bon sens, parce que tu vois, c'est le fameux bon sens paysan dont on parle souvent. La plupart des choses, en fait, dont on a besoin, elles découlent de raisonnements de bon sens. C'est juste qu'on vit dans un monde où les personnes morales, donc nos organisations, sont devenues plus puissantes que nous. Et donc tout est maintenant chiffré, calculé avec des impératifs de rentabilité. Quand je mets 1 euro, est-ce que ça fait 2 euros? Mais en fait, on se transforme tous en esclaves de cette grande organisation qu'on a créée, où tout le monde est finalement déguisé en calculette toute la journée et où le bon sens a plus trop sa place. Et parfois, dans des moments un peu compliqués comme ceux qu'on vit, bah, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire, mais en fait, qu'est-ce que voudrait le bon sens et comment est-ce qu'on prend des décisions d'abord basées sur le bon sens. Et en fait, ce bon sens, tu le cultives en étant justement au contact de toi, parce qu'on n'est plus beaucoup au contact de soi. Maintenant, on est tout le temps sur un écran, happé à droite à gauche, on est dans notre rôle de bon agent économique qui va travailler, faire tourner la machine, consommer, et puis après on est happé sur les réseaux sociaux. Mais en fait, quand tu reprends du temps avec toi, quand tu t'affrontes à nouveau, et c'est la force de la nature, parce que en fait, tu es tranquille, tu es tout seul, il n'y a pas de réseau, je trouve que tu arrives à reconnecter avec ce fameux bon sens paysan, comme le diraient mes grands-parents. Et donc, le deuxième gros levier, c'est justement que j'ai eu la chance d'avoir un cadre familial et notamment des grands-parents très connectés justement à cette logique de bon sens, qui ont eu des vies très simples, très humbles, mais en fait extrêmement inspirantes, parce que heureuses, longues et prospères, mais au sens de la prospérité immatérielle, celle des liens, celle de la joie, celle des rencontres, tu vois. Et bah, ça m'a beaucoup inspiré, c'est clair, ouais. D'ailleurs, ils sont pas mal, les grands-parents sont pas mal cités hein, dans le bouquin. On sent que c'est des inspirations. C'est clair, c'est clair. Bah, tu vois, j'aime bien rappeler des choses simples, mais ces gens-là, ils ont peu gagné leur vie. Ils étaient ouvriers et secrétaires de mairie. Mais en fait, bah, ils ont célébré leurs 70 ans de mariage. Alors, mon grand-père est décédé cet été, mais en tout cas, ils ont vécu vraiment des vies où ils avaient les yeux qui brillent. Et jusqu'au bout, ils avaient les yeux qui brillent. J'ai assisté pendant le décès de mon grand-père à l'hôpital avec ma grand-mère qui était là, qui lui tenait la main à leurs échanges, à leurs paroles. Et j'étais extrêmement ému parce que en fait, je me rends compte qu'ils ont réussi quelque chose d'immense, qui est de partager la vie, partager des souvenirs, construire ensemble, tenir sur la durée pendant 70 ans. Enfin, je veux dire, ça n'existe plus, ça, on voit plus ça. Et ils ont entretenu des valeurs très très simples, mais très très belles. Et en fait, ils n'avaient pas grand-chose, ils ont peu voyagé, ils étaient beaucoup dans leur village et tout, mais ils étaient au contact de la nature, au contact de leurs amis, de leurs voisins. Ils ont vécu plein de beaux moments où ils étaient souvent ensemble. Et en fait, ces gens-là, ça serait pas du tout vécu comme la réussite leur vie pour la plupart des modèles qu'on a l'habitude de nous exposer tout le temps. Et pourtant, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils avaient infiniment réussi, quoi. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis rendu compte que on courait tous dans une roue de hamster, alors que parfois les choses simples sont là et elles nous attendent. Et c'est celles qui sont pas si simples à mettre en place parce que 70 ans de mariage, c'est pas facile, mais en fait, dans la simplicité, dans l'humilité, il y a une forme de réussite qui est énorme en fait, et dont j'essaie de m'inspirer maintenant de leur part, quoi. Ah, c'est marrant parce que là, du coup, tu me donnes des pistes parce que j'avais la phrase qui va arriver ou la question qui va arriver, c'était, tu utilises souvent cette expression, faire la roue du hamster. Ça évoque quoi, pourquoi? Pour toi, excuse-moi. Bah, en fait, quand je dis qu'on est tous dans la roue du hamster, c'est que on est tous pris dans une espèce de grande machine qui va de plus en plus vite d'ailleurs, hein, et on ne sait pas trop où elle va. Mais en fait, on contribue tous à cette roue, à ce truc où on est le bon agent économique, voilà, qui a son rôle sur Terre, c'est-à-dire aller travailler, produire des choses,
et puis consommer quand il produit pas pour faire du PIB, donc le produit intérieur brut, qui est aujourd'hui l'indicateur qui permet vraiment de mesurer l'agitation de l'économie, mais qui nous donne pas vraiment d'indicateurs au-delà de est-ce que l'économie est utile, est-ce qu'elle fait grandir les humains, est-ce qu'elle leur apporte des choses. Non, c'est juste est-ce qu'il y a toujours plus de PIB, toujours plus d'agitation économique. Et donc ces trous de hamster, c'est un peu le sentiment, enfin moi c'est le parallèle que j'ai de on court dans ce truc sans s'arrêter pour se poser une question simple, c'est à quoi contribue mon existence, qui est-ce que j'ai envie d'être, de quoi est-ce que je serai fier à la fin de ma vie. Là, non, on est tous pris dans ce truc depuis, tu vois, la naissance. On est là, on va à l'école et puis après on nous apprend à être ce bon agent économique, on va travailler dans une boîte. Enfin, tu vois, on fait toute notre vie ce cercle. La vraie question, c'est est-ce qu'on est bien dans cette roue? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on questionne la roue? Et quand je dis le parallèle de la roue, c'est surtout ce truc de on court pour le toujours plus. Et pour moi, la roue, elle incarne le toujours plus. C'est-à-dire, il faut avoir toujours plus d'argent, il faut être toujours plus connu, et on se compare toujours aux autres, donc il faut toujours s'améliorer, il faut toujours chercher mieux. Ça peut avoir des côtés vertueux, mais en fait, dans le monde du business, c'est un truc qui nous aliène complètement. Et j'ai rencontré, et j'en parle dans le livre, des gens qui étaient milliardaires et qui étaient encore dans la roue du hamster parce que ils se comparaient encore à leurs potes qui avaient plus de milliards qu'eux et ils étaient en train de dire ouais mais moi je suis qu'un pauvre petit milliardaire parce que j'ai que 2 milliards. Je me rappelle de cette conversation, elle est vraie, j'ai vraiment vécu ça. En fait, mes copains, ils ont 10 milliards. Enfin voilà, et donc c'est un peu ce truc de on est toujours dans la roue du hamster et on court en quête de bonheur en se disant allez, il est bientôt là, mais en fait, on tourne sur place quoi et non, il arrivera pas. Et quand on achète un truc ou qu'on augmente notre niveau de vie parfois en étant dans cette course de faut que je sois plus riche, faut que je gagne plus, à partir d'un certain stade, évidemment, je considère que on s'échappe pas de la roue du hamster par l'argent, on achète une roue plus grande et on continue toujours la même chose, qu'on soit milliardaire ou on va dire classe moyenne, parce qu'évidemment ceux qui ont du mal à finir les fins de mois ne sont pas concernés par ce raisonnement. Déjà, il faut arriver à un niveau de subsistance qui est décent, mais une fois qu'on est un peu pris dans l'engrenage, quand on est là entre gagner 3 000 euros par mois ou 4 000 ou 10 000 ou 30 000, en fait, je considère qu'on est un peu là-dedans et peu importe si on s'achète un sac de luxe parce que juste ça nous permet de nous comparer et de montrer que voilà, on a un statut social, qu'on avance, ou un yacht une fois qu'on est milliardaire, finalement, si on le fait pour ces mauvaises raisons, on n'est toujours pas sorti de la roue du hamster, quoi. Tu parlais de connaissances que tu as eues qui étaient en train justement de parler d'argent et de millions, etc. Toi, à un moment, tu étais justement dans ce circuit-là. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, là, il faut que je switch, il faut que je passe à autre chose. Je suis plus aligné avec ce que j'ai envie réellement. Ouais, en fait, comme tout le monde, moi, je me suis laissé tenter par ça, évidemment. Enfin, tu vois, c'est très alléchant. Et puis, les marques dépensent des milliards et des milliards pour qu'on soit tous dans cette roue du hamster, justement, et que on continue chaque jour d'essayer de se comparer. Enfin, voilà, les réseaux sociaux, ça marche aussi parce que les marques les financent avec la pub. Et c'est pour ça que la base des réseaux sociaux, c'est aussi qu'on se compare, en tout cas de Instagram. Et donc, moi, je viens d'un monde où la réussite était très simple et humble, justement, parce que j'ai grandi dans un petit village de 200 habitants, dans les forêts du Haut-Bugey, sur le massif du Jura. Enfin, vraiment, moi, il n'y avait pas de panneaux publicitaires, il fallait prendre sa voiture et rouler un bon moment pour aller acheter le pain. Enfin, vraiment, je viens d'un monde où, justement, on n'avait pas été envahi, et surtout avant l'arrivée d'Internet, par ces injonctions à consommer en permanence, à être le bon agent économique, le bon esclave justement d'un monde de production et de publicité qui t'implique dans de la consommation qui te rend pas forcément heureux. Et en fait, quand je suis sorti de ce monde-là, parce que comme tout le monde, j'ai fait mes études, j'ai grandi, j'ai été tenté par ce modèle de réussite, ce modèle de succès qu'on nous vend partout, il faut être millionnaire, tu peux être connu, fréquenter des stars, aller dans les soirées où il faut, gagner vraiment très bien ta vie et que ça puisse impressionner tout le monde. Évidemment que tu vois, ce rouage-là, il était pour moi intéressant aussi. Je me suis un peu laissé aller là-dedans. Et du coup, j'ai été voir à quoi ressemble la grande vie, comme on l'appelle. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir par hasard une carrière entrepreneuriale qui s'est déclenchée assez fortement, qui a vachement pris d'ampleur. Et du coup, la grande vie, la fameuse, me tendait vraiment les mains. Donc, j'ai été voir à fond.
Et j'ai eu la chance très jeune et très tôt de toucher à ce qu'on appelle le succès aujourd'hui. Donc ce truc de, je gagnais quand même pas mal d'argent, j'ai vendu une boîte plusieurs centaines de milliers d'euros, j'avais un très bon salaire tous les mois, j'avais la possibilité d'avoir plusieurs millions d'euros si je restais dans l'entreprise dans laquelle j'étais à la fin. Et puis surtout, j'étais dans le monde de l'influence sur les réseaux sociaux, donc je croisais tout le temps des stars, j'étais tout le temps dans des soirées. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais été aussi malheureux. Je travaillais comme un malade. Les gens que je côtoyais, ils étaient pas dans des rapports simples et humains. Ils étaient dans des rapports de comparaison encore, de qui est le plus inspirant, qui est le plus machin, qui est le plus riche, qui a le plus, enfin voilà, de possession. Et en fait, la plupart des gens que je côtoyais n'étaient pas du tout heureux et étaient même souvent en détresse. Alors, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, bien sûr, mais ça n'a pas été une expérience où j'ai trouvé quelque chose que je cherchais. En fait, je cherchais à être plus heureux, à accéder à plus de bonheur, et ça a été l'inverse qui s'est produit. Donc ça m'a beaucoup questionné, et je me suis dit, en fait, j'ai quitté un modèle de réussite finalement, mais je pensais pas que c'était de la réussite, juste ma vie d'avant très simple, pour m'engouffrer vers ce qui me semblait être la réussite absolue, l'accès au bonheur. Et au bout du compte, en fait, je suis plus malheureux, je suis plus fatigué, je me mets en danger parce que je travaille énormément et que ça fonctionne pas forcément pour le corps, on va dire, et l'esprit. Et finalement, au bout du compte, j'ai plus envie de ce modèle de réussite et je me suis reposé des questions justement fondamentales de à quoi j'ai envie de contribuer. Les réponses étaient assez vite trouvées. C'était contribuer à préserver la beauté de ce monde parce que moi, je suis très proche de la nature, j'aime beaucoup la nature et j'ai envie d'être du côté des gardiens de la nature plus que du côté des vulgaires exploitants et faire ça avec des gens avec qui je me sens bien, dans un cadre où je suis heureux et idéalement justement depuis la nature, quoi. Le mois d'avril 2022, c'est là où il y a eu un basculement avec le burn-out? Non, parce que ça, j'étais déjà en train de travailler dans Team for the Planet et j'avais déjà lancé Team for the Planet. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des résidus de comportements auxquels on est tous éduqués. Justement, tu n'as plus trop de frontières vie pro, vie perso, tu bosses énormément. Et même en allant dans un projet qui faisait sens, où j'étais beaucoup plus aligné, j'ai gardé certaines mécaniques de travail à l'extrême euh, qui finalement font partie d'un modèle que j'essayais de quitter. Donc, tu peux pas quitter complètement le modèle dans lequel on est tous. On aura tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde pendant longtemps, et c'est comme ça. Mais tu peux au moins faire l'effort de pas trop te laisser embarquer. Et du coup, en effet, moi, j'étais encore dans une optique qui n'était pas forcément très cohérente avec les valeurs que je voulais défendre en faisant ce switch. Donc, j'ai quitté, on va dire, la Startup Nation effrénée pour aller m'engager sur le sujet du climat, mais à travers une approche entrepreneuriale aussi, mais sans forcément me départir des réflexes et de la mécanique de travail que j'avais avant complètement. Et en fait, ça aussi, il fallait que je le réaligne et que je le rende cohérent. Donc, ça m'a pris un burn-out pour comprendre pas mal de choses, quoi. Et puis, la route est encore longue, j'ai beaucoup à comprendre encore, hein, clairement. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu parlais de surproduction, d'hyperconsommation. Pourquoi, pourquoi on continue dans ce sens en sachant qu'on sait très bien que le système est rouillé, il est plus viable? Pourquoi on continue justement à être dans cette surconsommation, dans cette hyperproduction? Parce que je pense que il y a beaucoup de choses qui nous y incitent. Déjà, tu vois, la puissance des marques, on en parlait au début, mais quand tu regardes les marques qui génèrent vraiment les plus gros profits, c'est les marques qui s'affranchissent des normes environnementales, écologiques, parce que en fait, c'est ce qui fait qu'elles gagnent plus d'argent. Donc, quand elles n'ont pas à payer pour les produits polluants qu'elles doivent rejeter dans la rivière ou pour nettoyer, ou à payer décemment des employés et qu'elles emploient des gens dans des conditions misérables, forcément, elles gagnent plus d'argent. Et ces marques-là, c'est celles qui écrasent la concurrence parce qu'elles peuvent utiliser des leviers qui sont extrêmement puissants, comme la publicité, comme le neuromarketing, que moi j'ai pas mal étudié et dans lesquels j'ai baigné justement quand j'étais dans mes expériences Startup Nation. Et du coup, ça arrive à un point où elles deviennent tellement hégémoniques en écrasant tout le monde, en prenant toute la place, parce que à la base, elles font les choses plus mal que les autres, mais c'est plus rentable de le faire mal, que elles peuvent créer les codes culturels, les codes sociétaux dominants. Et donc, typiquement, à la fin, tu arrives à avoir des marques qui influencent vraiment le statu quo, ce qu'on désire, ce qu'on pense, ce qu'on veut, à créer des tendances de consommation qui sont basées sur pas grand-chose et qu'on entretient parce que on dépense des milliards et qu'on crée justement des injonctions à consommer permanentes et partout.
on a quand même 3000 stimuli publicitaires par jour au quotidien autour de nous. On est en permanence ramené dans la roue du hamster justement par ces marques. Et on ne nous dit jamais que c'est ce qui nous rend malheureux et c'est ce qui nous fait pas du bien. On nous dit l'inverse, on nous dit c'est ça qui vous rend heureux, c'est ça le plaisir, c'est ça la liberté, c'est ça la réussite. Et donc forcément, dans une machine surorganisée pour générer des bons agents économiques, des bons petits esclaves d'un système où il faut consommer toujours plus, quand il y a autant d'argent qui est mis, autant d'énergie, on se retrouve tous dans la frénésie de consommation. Je pense que ça se base aussi sur des choses qui dans un système où parfois c'est d'autant plus complexe parce que justement il y a les conséquences de cette hyper-consommation de nos modes de vie qui sont parfois un peu moroses et qui peuvent nous plonger dans une forme d'anxiété. Ce qui est fou, c'est que le poison devient aussi une forme de remède parce que la consommation, c'est quelque chose de simple, d'accessible, qui peut nous faire un peu de bien. Et je parle beaucoup de ça dans le livre, enfin beaucoup. J'en parle de la différence entre plaisir et bonheur. Et je dis souvent, ne vous trompez pas de bonheur, parce qu'en fait, les marques nous vendent du plaisir en permanence et nous incitent à aller vers le plaisir. Mais en fait, le plaisir, c'est quelque chose qui est basé sur la dopamine, qui est une hormone qui fonctionne avec des principes d'augmentation des doses, donc c'est quelque chose d'addictif. Et pour retrouver les mêmes niveaux de plaisir, de satiété, il faut augmenter la dose en permanence, donc faire des sécrétions de dopamine plus importantes. Et donc chaque fois qu'on va faire une acquisition, consommer quelque chose, on a une sécrétion de dopamine, mais il faut être dans le toujours plus pour pouvoir maintenir les niveaux de plaisir que ça crée. On peut avoir une très grosse dose de plaisir, mais être en complète dépression, et ça ne va pas guérir notre dépression. Alors qu'à l'inverse, installer un état de bonheur sur la durée profond qui prend de plus en plus de place, ça ne permettra plus à la dépression de s'installer, par exemple. Donc, vraiment bien réfléchir à ces achats et se demander si vraiment c'est utile pour tout de suite. Oui, et puis surtout se demander qu'est-ce que je cherche en fait à travers cet achat, de quoi j'ai besoin et quels sont mes vrais besoins. Et en fait, il y a un vrai plaisir aussi à être capable de se contenter et d'acheter des choses quand vraiment on en a besoin et quand vraiment on considère que ça va nous faire du bien. Être dans l'achat compulsif parce que des marques ou des influenceurs nous y ont poussé à base de méthodes pas forcément hyper éthiques. Enfin, faut aussi se poser la question qu'est-ce que ça fait de nous en fait? Est-ce qu'on est fier d'être ça? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on a envie de porter pendant les quelques années de vie qu'on a devant nous? Enfin voilà, et en fait, aller plutôt toucher au vrai bonheur profond, c'est un travail extrêmement difficile dans un monde où justement tout est fait pour nous ramener en permanence dans cette roue du hamster. Mais quand on y arrive, je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant. Et j'ai pas la prétention de dire que j'y arrive tout le temps et que je suis un moine bouddhiste, hein, pas du tout. Et je pense que c'est justement ce qui me donne aussi une sorte de légitimité, c'est que moi, je suis comme tout le monde, faillible et fragile face à tout ça. Mais par contre, je réalise que quand j'y arrive, ça me permet vraiment d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus agréable, quoi. Une D'ailleurs, quiétude, en fait. d'ailleurs, je crois que c'est pas, je crois, c'est à la fin de ton livre, tu tu évoques des petites astuces ou une petite astuce que tu as lorsque ça va pas très bien. Tu Ouais. fais des sortes de projections, comme si tu étais très 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 vieux et que finalement tu essayes de vivre ce moment pour ensuite te dire que là, tu es en bonne santé, tout va bien et qu'il faut profiter de l'instant présent. Oui, complètement. Ouais, je l'ai appelé ça le hack du grand-père et j'arrive à fermer les yeux, à me projeter dans une vision de moi où je suis en fin de vie, très vieux en effet, dans une salle qui semble être une salle d'hôpital à chaque fois, blanche, un peu lugubre, et, euh, et je vois qu'il y a une petite fenêtre entrouverte au loin, avec un peu le soleil qui passe par cette fenêtre, et je me dis, allez, je vais me lever et je vais aller jusqu'à la fenêtre. Donc je suis vraiment dans ma tête, je suis parti dans mon film, hein, et ça peut durer des minutes. Et je me dis, allez, j'y vais, je marche jusqu'à la fenêtre. Et en fait, mon corps est extrêmement vieux, extrêmement difficile à bouger. Mes membres sont lourds, c'est difficile, j'ai mal. Enfin voilà, c'est un calvaire pour atteindre cette fenêtre. Quand j'atteins enfin cette fenêtre, je regarde dehors et je vois voilà quelques brins d'herbe, quelques fleurs qui sont là. Hop là, j'avais juste un truc qui s'affichait. Quelques brins d'herbe, quelques fleurs qui sont là. Et je me dis, ben,
purée, mais qu'est-ce que j'aimerais revenir à mes 30 ans en fait. Ça serait extraordinaire de refaire ça, de pouvoir me téléporter dans ma vie quand j'avais 30 ans, quand j'avais mal nulle part, quand j'étais en bonne santé, quand j'avais la vie devant moi. Et du coup, dans mon propre rêve, je ferme moi aussi les yeux et je me dis, j'aimerais tellement y revenir, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement. Et je le répète plein de fois jusqu'à vraiment être dans mon truc. Et d'un coup, j'ouvre vraiment les yeux dans la vraie vie et je me dis, putain, est-ce que ça a marché ou pas? Et j'arrive pas à savoir si c'est vraiment un rêve que je viens de m'auto-créer ou si peut-être que en fait ça a marché. En fait, je viens de revenir à mes 30 ans, ça y est, ça a marché. Et du coup, je me dis cette fois-là, je vais pas les gâcher ces 30 ans et j'ai la chance d'être en forme, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, de tenter des choses, donc je vais le faire quoi. Donc ne pas être défaitiste, mais être enthousiaste pour faire naître un futur radieux. C'est ça un peu Oui, l'état d'esprit? c'est une très belle, un très beau résumé, mais dans tous les cas, oui, le défaitisme ne peut que nous plomber déjà le présent. Donc, si ça nous plombe le présent, ça va pas nous aider à construire un beau futur, et ça réduit directement nos chances d'arriver dans un beau futur, puisque à partir du moment où déjà t'es pas dans une démarche où tu vas essayer les choses, où tu vas te donner la latitude de tenter, en fait, tu risques juste de te planter et dans le futur et en plus d'avoir pourri ton présent parce que le défaitisme c'est pas très agréable quoi, comme sentiment. J'étais sur Instagram et je regardais un petit peu tes stories il y a quelques semaines et je t'ai vu que tu présentais un livre sur les voyages en train. Ah oui, Et c'est marrant parce que je cherchais à faire des voyages en train. Notamment, je voulais aller à Berlin et je ok. voulais y aller en train. Mais quand j'ai vu le temps et le prix, je me suis dit, ben en fait, non, je vais y aller en avion parce que du coup, c'est beaucoup moins cher. Et c'est un peu bête parce que du coup, on se dit que ça pollue moins. Mais finalement, on se rend compte que l'avion, ça pollue beaucoup plus, mais c'est moins cher. Comment ça se fait que les prix sont aussi importants? Ouais. Ouais, c'est une très bonne question. Donc en effet, prendre le train, c'est au moins polluer 80 fois moins que prendre l'avion. Donc en termes d'impact, notamment pour le climat, c'est pas un petit geste, c'est un geste colossal. Maintenant, tu as raison, c'est compliqué parce que c'est pas très incitatif, c'est prix très cher. Mais en gros, il y a deux raisons. Déjà parce que l'aviation est extrêmement favorisée. Aujourd'hui, il y a deux choses. Le kérosène n'est pas taxé. C'est un truc que les lobbies de l'aviation ont réussi à obtenir à la fin du siècle dernier. Donc là où vous êtes taxé, hein, chaque fois qu'on met de l'essence dans notre voiture et autres, on paye les taxes et elles sont très importantes. Le monde de l'aviation, eux, non, ils n'ont pas de taxes. Donc on y va, zéro taxe. Donc pas sur le kérosène, qui est quand même, enfin voilà, aujourd'hui, quand on met de l'essence dans sa voiture, les taxes, ça représente une très très grosse partie de l'argent. C'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et en plus, ils ont des niches fiscales, on appelle ça, mais bon, en gros, ils n'ont pas de TVA, par exemple, sur les vols internationaux, il n'y en a pas du tout, et une TVA réduite sur les vols domestiques, donc intérieurs au pays. Donc, mis bout à bout, déjà, ça fait que le prix d'un billet d'avion, il est quasi 2 fois moindre que ce qui devrait être. Et voire parfois, c'est encore pire que ça. Et en face de ça, le train, lui, il a gardé des vieilles taxes qui sont encore là, comme par exemple le droit de péage. Tu sais, à l'époque, il y avait des barrières à lever là tout le temps Ah pour oui, faire oui, passer les trains. effectivement. Ouais. Donc il y avait plein de gens qui travaillaient pour faire ça. Et en fait, tu avais des droits de péage, tu avais plein de trucs. Ça, c'est resté et on sait aujourd'hui que ça représente à peu près 40% du prix d'un billet. Donc c'est colossal et c'est compliqué à enlever parce que maintenant, bah, ils sont bloqués dans plein de trucs où il faut qu'il y ait ce truc-là. Et du coup, bah, ça fait que tu te retrouves avec des prix de billets de train qui sont vachement importants. Mais si déjà on remettait à plat tout ça, je pense que les prix seraient les mêmes. Après, en réalité, ce qu'il faut avoir en tête, mais ça c'est plus dur à concevoir parce que c'est moins palpable et moins visible, mais il faut quand même l'avoir en tête, c'est que le train nous coûte beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on le sait, le coût des catastrophes climatiques se répercute directement sur nos impôts, mais surtout sur le prix de la vie. Les scientifiques appellent ça la heatflation, donc par analogie avec l'inflation, c'est l'inflation par augmentation des températures. Donc on sait que chaque fois qu'il y a une tonne de CO2 en plus dans l'atmosphère, l'un des premiers effets, c'est pas tant les catastrophes qu'on voit partout, mais c'est surtout le prix des loisirs qui augmente, le prix de l'énergie qui augmente, le prix des aliments qui augmente. Et en fait, ça se répercute vraiment sur votre pouvoir d'achat. Et chaque fois qu'on engage des comportements qui sont néfastes pour le climat, en fait, notre pouvoir d'achat diminue. Et ça a été très bien documenté maintenant par des scientifiques, mais comme c'est pas direct et qu'on le voit pas tout de suite, on aura tendance à privilégier le court terme avec l'avion. Sauf qu'en réalité, en quelques années déjà,
le prix des catastrophes climatiques en France, il a doublé. Et c'est en train déjà de nous coûter très très cher. Et ça, c'est un truc qui coûte beaucoup plus cher que la différence entre ton billet de train et ton billet d'avion. Et tu vas le payer, mais en fait, tu vas le payer petit à petit, par-ci, par-là, sur tous les aliments qui vont augmenter, sur tous les loisirs que tu pourras plus faire. Et ça, c'est assez hardcore. Et pour finir, juste un dernier argument que je trouve intéressant, même si je suis pas anti-avion ou quoi, hein, c'est juste que si on peut éviter, c'est mieux. En fait, la plupart des gens ne peuvent pas prendre l'avion dans le monde. Alors, on se rend pas compte, hein, mais la population mondiale qui prend l'avion, c'est 11%. Tous les autres, ils ne prennent pas l'avion. Ils n'ont jamais pris l'avion. La plupart des gens n'ont pas accès à ça, en fait. C'est un truc de l'Occident très riche, quoi. Et en fait, tous ces gens-là, c'est principalement des gens dans des pays qui prennent le plus tarif à cause du dérèglement climatique. Donc c'est aussi une question de morale et de se dire, moi je profite d'un truc dont les autres ne profitent pas et ils se prennent encore plus les conséquences que moi. Et moi au bout du compte, je me dis, ben oui, c'est un peu plus long de prendre le train, mais au moins je pars du centre-ville et j'arrive au centre-ville. Je regarde les paysages, je prends le temps, je peux bosser correctement, parce que moi, dans un avion, je bosse pas du tout, enfin, j'arrive pas, c'est galère, je trouve que c'est pas du tout organisé pour. Alors que dans un train, tu as de la place, tu regardes les paysages, tu bosses comme il faut. Ça coûte un peu plus cher, ça c'est clair, mais si je peux le faire, ben, je le fais pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Après, bien sûr, quand on peut pas le faire et qu'on a la corde au cou, bah, j'entends qu'il y a des gens qui font pas ça. Et après, c'est une histoire de régulation politique aussi, quoi. Time for the Planet, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Team for the Planet d'ailleurs maintenant, mais tu as raison, à la base c'est Time for the Planet et on a changé de nom, on est devenu Team for the Planet. En gros, ça permet à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat, parce que justement quand on veut agir et qu'on est tout seul dans son coin, qu'on est un simple citoyen qui n'est pas milliardaire ou président de la République, bah, c'est quand même pas évident d'avoir de l'impact à grande échelle. Et on le voit, c'est assez frustrant, parce que des fois on se dit, ben, moi je suis là, je fais mes petits gestes du quotidien, mais en fait le monde dans lequel on vit ne change pas, et donc on est tous embarqués dans des dynamiques qui nous dépassent carrément et qui vont pas dans le bon sens. Et donc ça, c'est frustrant. Et nous, on vivait cette frustration au démarrage avec mes associés, et on s'est dit, il y a un outil qui est très puissant, c'est les entreprises, parce que ça permet d'organiser la collaboration des êtres humains à grande échelle. En fait, c'est ça que font les entreprises, hein. C'est l'outil de collaboration le plus évolué que les humains aient mis sur pied. Et donc ça touche aux structures profondes du monde dans lequel on vit. Ça peut nous aider à transformer structurellement des choses qui aujourd'hui ne sont pas transformables quand tu es tout seul. Donc par exemple dans l'industrie, dans les transports, dans le bâtiment, dans l'agriculture, tu peux faire naître des révolutions, faire naître des grosses transformations en amenant des innovations notamment. Et ces innovations, c'est le démarrage de l'aventure Team for the Planet. Quand on a rencontré beaucoup de scientifiques, ils nous ont expliqué qu'elles sont déjà là en fait. C'est ça qui est génial, c'est que la palette d'innovations dont on a besoin pour faire la transition et transformer en profondeur ce fameux monde dans lequel on vit, elle est là, elle existe. Le problème, c'est que ces innovations, elles ne changent pas d'échelle parce qu'elles sont portées par des gens qui sont des ingénieurs, des scientifiques, et c'est pas des entrepreneurs. Donc, quand il s'agit de trouver un vrai modèle économique, de faire de cette innovation une vraie entreprise qui va trouver des clients, qui va recruter des talents, se déployer, en fait, c'est pas leur métier. Et donc, nous, on a créé Team for the Planet pour que tout le monde puisse contribuer à cette espèce de Tinder du climat où on va matcher d'un côté des innovateurs, des scientifiques qui portent une innovation qui a un énorme pouvoir transformatif pour nous aider à décarboner des secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre, donc un peu le Steve Wozniak qui a inventé un truc génial dans le climat, avec de l'autre côté un Steve Jobs, donc un entrepreneur de renom, qui lui va venir pour s'occuper de faire en sorte que cette innovation se déploie. Et donc tout le monde peut participer à ça en investissant de l'argent à partir d'1 € et en devenant donc associé de Team for the Planet. Et cette grande tirelire collective, elle nous sert à faire ça, à trouver les projets, à recruter un entrepreneur pour porter et déployer les projets, et à investir l'argent dont il aura besoin pour que le projet puisse se déployer à grande échelle. Et après, la force d'être un mouvement, c'est que ça nous aide à trouver des projets partout dans le monde, mais aussi à impliquer la communauté pour sélectionner les meilleurs projets, et ensuite, une fois qu'on a lancé l'entreprise, à impliquer la communauté pour l'aider à se déployer plus vite, en trouvant plus vite des clients, ou en trouvant plus vite des talents, ou en obtenant des rendez-vous. Et toutes ces innovations, nous, on les met en licence libre, donc c'est inspiré de l'open source. L'idée, c'est qu'elles puissent se multiplier partout sur la planète pour pouvoir augmenter l'impact beaucoup plus vite. Lorsque j'ai eu ce livre, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, bon, il était un petit peu épais, mais bon, voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir dire avec autant de pages? Et je pensais que ça allait être vachement sur l'écologie. Et c'est assez étonnant parce que du coup, on se laisse un petit peu bercer par ce livre. On est vraiment accompagné. Et du coup, ça nous laisse aussi, ça nous fait réfléchir sur la vie, sur le sens de la vie,
sur là où on peut aller. Et voilà, donc c'était une belle surprise, c'est ce que je voulais dire. Bah, ça me fait très plaisir parce que tu vois, je l'ai pas écrit comme un livre d'écolo. D'ailleurs, moi, enfin, je me revendique pas écolo. Je me revendique juste de ceux qui ont envie d'être heureux, de traverser cette vie de la bonne manière et de se sentir bien, tu vois. Et bah, il y a une part qui est liée au monde dans lequel on vit, évidemment, parce qu'on est imbriqué avec le monde dans lequel on vit, la nature, les écosystèmes. Mais il y a plein d'autres choses. Et donc, toutes les réflexions que je développe dans le livre, pour moi, elles s'adressent juste à comment est-ce qu'on peut s'aider, nous les humains, à aller vers un mieux à tous les niveaux, quoi. Et ça passe vraiment d'abord par nous en tant qu'individus. C'est pour ça que c'est pas un livre. Puis en plus, les gens, l'écologie, voilà, on leur sert de partout, à toutes les sauces. Je pense qu'il faut une approche centrée sur nous aussi. D'abord, pour que nous, en tant qu'humains, on aille bien. Et si nous, on va bien, je pense que le monde ira beaucoup mieux, quoi. C'est ça qui est assez fou. La vie en Haute-Savoie, elle est comment? Écoute, elle est géniale, hein. Franchement, je vais pas te mentir. Moi, j'ai été dans des villes pendant pas mal d'années pour développer mes startups et en fait, c'était suffocant pour moi. Alors après, chacun sa façon d'aimer habiter le monde, hein. Il y a des gens qui adorent la ville, mais moi, personnellement, pouvoir me rapprocher de la nature, des montagnes, voir les saisons vraiment changer, parce que c'est fou, mais quand tu es en ville, tu vois pas vraiment les saisons, quoi. Tu vois un peu, mais t'es pas touché par la beauté de chaque saison. Là, tu as vraiment un rythme. J'ai l'impression que je crée des souvenirs chaque journée et en fait, vraiment, c'est une vie beaucoup plus apaisée, justement beaucoup plus calme. Je suis pas dans les soirées où il faut être. Je suis pas dans les interviews qu'on me propose. Je fais peu d'interventions parce que c'est trop loin du reste de la vie, on va dire, enfin, de Paris, de tout ça. Mais par contre, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et souvent, on me dit, mais c'est pas trop dur d'être loin de tout. Et quand j'y réfléchis, je dis, mais en fait, c'est à Paris que je suis loin de tout. Parce que pour moi, tout, c'est justement de pouvoir me promener, me détendre, aller marcher tranquillement. Tu vois, ce midi, je suis allé marcher au bord de la rivière, dans une forêt. Il n'y a pas de bruit, il y a juste le bruit de la rivière, le petit soleil, les arbres, les oiseaux. C'est con, mais en fait, ça fait un bien, mais absolu. Et ça vaut tous les bars dans lesquels je pourrais aller boire un verre le soir. Et en l'occurrence, j'ai en plus des bars pour aller boire un verre s'il faut, des cinémas, des piscines, des lacs pour me baigner. Enfin, je veux dire, il y a un peu tout. Donc, au final, moi, je suis pas un urbain et ça me fait beaucoup de bien de me rapprocher de la nature. Et je pense que ça m'a vachement aidé, justement, depuis que je suis revenu là. J'ai pris une autre façon de travailler, j'ai pris beaucoup de recul. Ça a été très salvateur, quoi. Toi qui es fan de musique et qui a joué de la batterie, il y a de plus en plus de festivals en plus en montagne. Oui, c'est vrai. Nous, on a le 1600 Festival, qui est un gros festival. Mais Samoin, là où j'habite, c'est un village qui est très actif. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que la musique fait partie des choses qui se sont bien mariées avec le cadre rural. Alors, bien sûr, ça marche aussi très bien en ville, mais c'est vrai qu'il y a une bonne il y a une bonne tendance à avoir des associations de la musique. Tu vois, ici, tu as des salles pour aller faire des répétitions, alors que on est 2500 habitants hein, récemment, hein, mais tu as des salles pour aller faire de la musique qui sont hyper cool, neuves, la commune investit là-dedans. Tu as plusieurs associations autour de la musique, notamment une association qui s'appelle On s'accorde et tout, qui est très chouette. Donc il y a un vrai tissu autour de la musique. Je crois que c'est aussi ça, tu vois, quand on parle de choses simples qui font du bien aux humains, c'est voilà, pouvoir faire de la musique ensemble ou assister à un concert. Ici, il y a des concerts tout le temps, c'est des petits concerts organisés par les gens du village qui font de la musique entre eux. Mais en fait, putain, c'est génial, quoi. Tu vois, la musique, c'est le langage universel. Ça nous permet, indépendamment de nos clivages politiques ou de toutes nos histoires, d'être juste ensemble et de partager une émotion commune et de se rejoindre sur quelque chose, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Alors je vais te donner une série de mots et instinctivement tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ça te va? Allez, Ok. ça me va bien, ouais. Reconversion. Reconversion, pour moi, c'est alignement, le mot qui revient. Tu vois, c'est pourquoi on est là, à quoi on a envie de servir, de quoi on veut être fier, encore une fois, et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, quoi. Et, euh, et se laisser porter parce qu'un métier va nous faire gagner beaucoup d'argent, souvent, c'est une belle clé pour être malheureux, quoi. Alors que se laisser porter par un métier parce que c'est notre ADN, c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, non seulement ça rend heureux, mais en plus, du coup, on devient très bon dans ce qu'on fait, et donc l'argent est d'autant plus là. C'est ça le paradoxe, quoi. Vision. Eh ben, je pense que c'est une nécessité de garder une vision, justement, parce qu'aujourd'hui, on n'en a plus. On est embarqué dans un truc qui a plus vraiment de projet de société hein, à grande échelle, j'entends. Tu vois, aujourd'hui, le projet de société du siècle passé, c'était d'avoir des voitures volantes, l'énergie infinie et d'aller sur Mars.
bon, aujourd'hui, on se rend bien compte que les limites physiques et les ressources dont on dispose ne nous permettent pas ce projet de société et qu'il n'est même pas compatible non seulement avec une nature qui continue de s'épanouir, mais surtout des humains qui s'épanouissent. Donc, on a besoin d'une vision nouvelle à long terme pour se projeter justement dans un avenir qui nous fera envie et qui nous donne envie de nous retrousser les manches pour construire ce projet de société. Et c'était ça aussi l'objectif du livre, c'est de se donner de la vision. Et tu l'as vu sur l'ouverture du livre, je pars sur des visions à très très long terme, mais qui soient à nouveau excitantes et qui redonnent, qui restimulent l'humanité tout entière pour qu'elle se dise, mais en fait, oui, créons ce monde-là, créons ce futur-là, on en a envie, quoi. J'aime bien une citation qui dit, désolé, je suis un peu long, mais l'avenir, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on va faire. Donc bref, voilà. Adaptation. Ça va être une nécessité parce qu'on change de monde. Là, on passe d'un monde stable depuis 12 000 ans, dans lequel notamment on a un climat stable à un climat fluctuant, parce que ça y est, on a déréglé le climat déjà à un stade suffisant pour que le monde devienne fluctuant. Et donc maintenant, il va falloir être capable de s'adapter, d'être résilient. Mais je pense que la normalité, donc la normalité en un mot, va devenir la normalité en deux mots. Et peut-être pour le mieux sur pas mal d'aspects. On verra. Et j'espère que ça ne nécessitera pas d'aller trop loin dans les souffrances humaines et dans les catastrophes pour s'en rendre compte. Mais je pense qu'on aura intérêt à devenir plus robuste et à se mettre dans une dynamique de société qui se concentre plus sur les choses essentielles et importantes. La santé, le bonheur, justement, le fait de prendre soin des autres, parce qu'on sera face à des complexités qui nous dépasseront, quoi. Réseaux sociaux. Ah, yin et yang, parce que je trouve que c'est à la fois un outil qui est formidable, qui nous permet de nous passer énormément de choses, de nous faire tous prendre conscience parfois de certaines choses à très grande échelle, ou ne serait-ce que garder des nouvelles des autres de manière un peu sympa. Et en même temps, c'est un outil qui a été tellement dévié, dévoyé, instrumentalisé, notamment parce que les modèles économiques autour des réseaux sociaux sont encore basés sur le vieux monde, sur le fait qu'il faut faire de nous ces fameux agents économiques accros à la consommation, que c'est aussi devenu le bras armé d'une partie du monde que je trouve pas intéressante, quoi. En tout cas, du modèle que je trouve pas intéressant. Sport. Une absolue nécessité pour des humains équilibrés et heureux, mais là aussi, il faut pas que le sport soit récupéré dans un délire de l'hyper-performance qui devient, je trouve, pareil, toxique parce qu'il se fait on vide l'intérêt même du sport. Le sport, c'est pour aller bien, c'est pas pour arriver à un stade où ça nous fait du mal, quoi. Dans ton ancienne activité, tu as fait beaucoup de rencontres et tu as eu l'occasion de rencontrer Monsieur Snoop. Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé et est-ce que tu as une anecdote à raconter Ouais, j'ai pas mal d'anecdotes, honnêtement. Comment ça s'est passé? En fait, on était donc ma mission à l'époque, c'était d'emmener des influenceurs européens, rencontrer des influenceurs aux États-Unis pour qu'ils fassent des collaborations et que ça permette de générer toujours plus de vues, toujours plus de buzz en ligne et que ça permette à notre application qui s'appelait Thriller de se déployer le plus possible. Donc, c'était une sorte de concurrent de TikTok pour aller vite. Et en fait, Snoop Dogg avait investi dans Thriller. Du coup, on avait été invité à son anniversaire privé, donc à Los Angeles. C'était pendant une semaine où on était là-bas, justement, avec des influenceurs. Donc, on était invité avec 6-7 influenceurs à aller à l'anniversaire privé. Et donc, on s'est retrouvé à cet anniversaire où Snoop Dogg mixait. Il y avait, je sais pas, 50 à 100 personnes maximum. Mais côté anecdote, je me rappelle qu'il y avait déjà un truc fou, parce qu'on peut pas imaginer ça en France, c'est qu'il y avait genre une dizaine de bars à weed différents, avec chaque fois des hôtesses, et chaque weed venait d'un continent différent, enfin d'un pays différent, avec vraiment, c'était extrêmement sophistiqué. En fait, c'était comme si tu allais dans une grande cave à vin avec des très grands vins. Là, tu avais des tables avec des très grandes weed, tu vois, et c'était vraiment un truc, c'était sérieux, quoi. Et justement, Snoop Dogg qui était au premier rang, nous on était au premier rang devant Snoop Dogg, j'ai même des vidéos de ça encore, je pourrais t'envoyer si tu veux illustrer. Fumait une weed de l'espace, évidemment, et il l'a filé au premier rang à un moment. Et du coup, moi je l'ai pas pris, mais une des collaboratrices avec qui j'étais venu, a pris la weed et elle s'est pris le chaos de sa vie, mais chaos technique absolu. Et du coup, on s'est dit, je pense que Snoop Dogg il a quand même fumé beaucoup parce que
le mec, il fumait ça en faisant son mix comme si c'était rien, tu vois, comme s'il buvait un verre d'eau, quoi. Neutralisé, Elle a quoi. fumé une latte et elle était morte, enterrée. Le mot de la fin, ça serait quoi? Bah, le meilleur est à venir. En fait, moi, j'ai envie de défendre cette vision que, euh, paradoxalement, on a l'impression qu'on va vers un truc qui va être de plus en plus restrictif, où on va être de plus en plus privé, où on va devoir de moins en moins pouvoir profiter de la vie. Mais en fait, quand on se pose les bonnes questions et qu'on prend du recul, on se rend compte que la définition même de profiter aujourd'hui est tellement instrumentalisée, nous ramène tellement dans notre posture de consommateur, que c'est cette définition de profiter qui cause le plus de malheur, le plus de problèmes aux humains, le plus de problèmes de santé mentale, de santé tout court, de quête de sens et donc de manque de bonheur. Et ce qui est assez génial, c'est de se dire que ce qu'on va être obligé de faire pour continuer d'habiter cette planète, parce que c'est quand même ça l'enjeu à terme, mine de rien, si on dérègle trop le climat, on va se faire dégager par la planète. Bah en fait, c'est pas un truc qui va nous priver, c'est un truc qui va nous libérer. Et ça va être absolument jouissif, en fait, de pouvoir enfin avoir des arguments assez forts, entre guillemets, et des éléments suffisamment puissants pour nous libérer de ce truc dans lequel on est tous pris. Et moi, j'aime bien l'anecdote du junkie. Un junkie, quand tu veux le sortir de sa drogue, en fait, il est prêt à se battre avec toi parce qu'il ne veut pas, lui, il est trop bien, il adore, il dit non, non, laisse-moi dans ma drogue. Mais quand tu l'as sorti de sa drogue, après quelques années, quand il est sobre, en fait, il vient te remercier et te dire, mais heureusement que tu m'as sorti parce qu'en fait, je voyais plus du tout à côté de tous les trucs géniaux, enfin, tous les trucs géniaux à côté desquels je passais, quoi. Et je pense qu'on est dans la même phase, un peu, l'humanité. Mais en tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Tuned. Ah, merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir convié, Non, non, malgré le non. fait que je parle pas beaucoup de musique, mais très très chouette. Et puis merci d'avoir lu le livre Ah bah non. avec attention. Ah, mais C'est ça, chouette. c'est normal. Sinon, j'étais obligé de... Tu m'as envoyé un livre, il fallait que je puisse le lire. C'est normal. Donc, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la Bah, suite. merci, toi aussi. Merci. Et écoute, et puis je te dis à bientôt. Et ben, salut Olivier, à plus. Salut. Merci. À bientôt. Ciao. Salut.